Ça, c'est une Smart TV. Je pense que vous connaissez. Pour être plus précis, c'est une Smart TV de la marque Samsung. C'est le modèle Q60T. Le modèle Q60T, c'est un best-seller. C'est vendu depuis 2015. C'est encore vendu à des millions d'exemplaires. Vous l'avez peut-être même chez vous. Et Smart TV, ça veut dire une télé connectée, en fait, hein, avec un OS, un système d'exploitation basé sur Linux. Et il se trouve qu'en fait, en 2022, il y a un groupe de hackers qui a annoncé qu'ils avaient réussi à prendre le contrôle de cette télé. Et preuve à l'appui, ils ont même fait une démonstration où ils ont réussi à mettre une télé sur écoute en se servant de la télécommande qui vous permet d'envoyer des commandes vocales. Bien sûr, sans que les utilisateurs ne voient ni LED ni signal sur la télé. Donc ça, c'est un problème. Et c'est un problème parce qu'en fait, Samsung, au niveau de son système d'exploitation, appliquait des patchs de cybersécurité, mais ne faisait pas un monitoring actif des vulnérabilités. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose en fait de discuter à travers ce workshop qui est animé et par Witekio et par The Embedded Kit, de comprendre un petit peu ce que c'est qu'une vulnérabilité et comment finalement Samsung et n'importe quel fabricant d'équipement doit aujourd'hui se prémunir de ce genre de menaces en faisant un monitoring actif et une analyse en continu des vulnérabilités. Quelques mots sur Witekio. Witekio, en fait, on aide les fabricants d'équipements à mettre leurs produits sur le marché grâce à du logiciel robuste. Et The Embedded Kit est une marque de Witekio qui développe des produits, des IP. Aujourd'hui, j'ai la chance du coup d'avoir mes deux collègues, Julien, donc, qui est le directeur de la cybersécurité à Witekio pour animer ce workshop avec moi, et Pierre, qui est le directeur de The Embedded Kit, donc des produits, et moi-même, du coup, Renaud. Moi, je pilote l'activité commerciale de Witekio sur l'Europe. Avant de passer la main à mes collègues, je voudrais faire un petit sondage rapide. Qui, dans l'audience, développe ou design des produits avec de l'électronique et du logiciel dedans? Si vous pouvez lever la main très rapidement. Ok, nickel. Donc ce workshop est fait pour vous, et puis pour les autres, j'espère que vous apprendrez quelque chose d'intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On consacrera une petite session à la fin du workshop pour y répondre. Et je vais passer la main à mes collègues qui vont vous parler de CERA. Alors en fait, on voulait commencer par introduire cette thématique, même si le cœur de la séance du jour n'est pas de vous rentrer dans tous les détails de qu'est-ce que le CERA, comment ça fonctionne, quelles sont les contraintes. On voulait malgré tout en faire une bonne introduction, puisque le CERA, c'est une nouvelle régulation qui est définie par l'Europe et qui va venir imposer un nouveau standard en termes de cybersécurité pour les fabricants d'équipements. L'enjeu du CERA, c'est quoi ? L'Europe se rend bien compte que la cybersécurité dans les objets embarqués connectés est une problématique majeure et une problématique future qu'il faut traiter de manière sérieuse. Et au même titre qu'ils ont mis en place la GDPR, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, pour tout ce qui va être gestion de la privacy, il y a la CERA qui va être mise en place pour la partie cyber des objets que vous allez pouvoir développer, vous, en tant que fabricant d'équipement. En guise d'introduction, il y a une notion de découpage, de catégorie, de criticité de produits qui est définie par le CERA. Donc vous allez rentrer dans une de ces catégories. Alors ce schéma est plus tout à fait à jour, puisque la catégorie numéro 2 maintenant s'appelle les produits importants. Et il y a une catégorie nouvelle qui s'appelle les produits critiques, qui concernent vraiment des produits très spécifiques, comme des secure elements qui sont censés résister à certains niveaux d'attaque très élevés. Le gros des produits vont rentrer dans une catégorie par défaut. Et l'enjeu de la catégorie, c'est surtout la manière dont va être fait l'assessment. C'est-à-dire la manière dont vous allez devoir, soit dans la catégorie par défaut, faire cet assessment vous-même, c'est-à-dire être capable de prouver et avoir mis vous-même un tampon disant on a bien respecté les règles.
Dans les catégories supérieures, il va y avoir un besoin de faire un assessment avec un laboratoire. C'est des choses qui ne sont pas encore complètement décrites. Il y a des labos qui se préparent pour ça, mais tout ça n'est pas encore complètement défini. C'est quoi un produit critique? En classe 1, on va retrouver du firewall industriel, on va retrouver tout ce qui va concerner la privacy, comme des objets qu'on va retrouver dans la domotique, des jouets pour les enfants qui vont être connectés ou ce genre d'équipement. Ce qui va être plus critique, ça va être vraiment des microprocesseurs, des secure elements et des produits techniques qui vont vraiment mettre en jeu des composants de sécurité et qui vont être utilisés pour faire d'autres produits. Et puis la catégorie par défaut, c'est un peu tout le reste qui vont être catégorisés de manière un petit peu généraliste. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît, dans les points? Le CRA maintenant, qu'est-ce que ça... C'est quoi? En 2 mots, le CRA, c'est 3 points importants. On doit parler de risk assessment, on doit faire un risk assessment sur son produit. C'est-à-dire, on doit être capable de comprendre contre qui on se protège et qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme méthodologie et comme technique pour se protéger contre des attaques sur son équipement. On doit développer son produit en utilisant les bonnes pratiques de développement sécurisé, Secure by Design, en le faisant au regard du risk assessment qui a été fait précédemment. On ne va pas chercher à faire le même niveau d'implémentation de fonctions de sécurité sur un équipement critique que moins critique. Donc il y a vraiment une notion de je fais un risk assessment pour comprendre mon écosystème, mon environnement, et je mets en place un plan de développement sécurisé au regard de ce risk assessment. Donc très important de commencer dans le bon ordre et pas de vous dire je pars tête baissée et puis j'implémente toutes les fonctions de sécu. Potentiellement ça sera inutile, vous allez peut-être faire trop de développement pour rien. Donc bien le faire dans l'ordre. Et enfin le 3e point, ça va être la gestion des vulnérabilités et ça va être la thématique de notre présentation du jour. Il va falloir gérer ces vulnérabilités. On va commencer par essayer de découvrir qu'est-ce que c'est qu'une vulnérabilité, comment je fais pour les découvrir, comment je fais pour les traiter, quelle méthode on peut utiliser pour faire ça. Il y aura à la fois une obligation de les gérer, c'est-à-dire les découvrir, les mettre à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez au minima une fonction de mise à jour qui est à prévoir dans votre produit et les reporter. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, il faudra faire un reporting auprès soit de l'ANSSI, soit de l'ENISA, soit de l'Europe, soit d'une structure qui se mettra en place pour faire les rapports d'incidents cyber. L'objectif, encore une fois pour l'Europe, c'est d'améliorer au global la cybersécurité de tous les produits qui sont sur le territoire européen. En fait, ouais, je me permets de rebondir, parce qu'effectivement, ce qui est nouveau, en Europe, on ne manque pas de régulation en cybersécurité. On en a tout un paquet, en fait, en fonction des marchés, etc. Et il y avait quelque chose, dès 2019, on avait une réglementation centrale en Europe, c'était le Cyber Security Act. Rien à voir avec le Cyber Resilience Act. Le Cyber Security Act, acte finalement que l'ENISA, c'est l'agence de cybersécurité en Europe, et que l'ENISA doit proposer des schémas de certification cyber. Des travaux de l'ENISA, le gros schéma qui est sorti, c'est le UCC, critères communs européens, qui est super intéressant, qui est bien fichu, etc. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui on a le CRA, proposé en 2022, voté en 2024 et opérationnel en 2027 alors qu'on avait déjà ces schémas de certification, on a déjà d'autres certifications, on a la RED pour les équipements radio avec des objectifs de cybersécurité. Et la raison, c'est que la justification derrière, c'est qu'il y a des choses neuves dans le CRA. Le premier truc neuf, c'est que c'est obligatoire. Le CSA ne porte rien d'obligatoire. Là, il n'est pas question de s'inscrire volontairement pour avoir un tampon cybersécurité. C'est obligatoire pour tous les produits. Et la raison derrière, c'est de dire... C'est la logique derrière tout ça, c'est de se dire jusqu'à présent on se préoccupait surtout des produits critiques, des produits qui ont des fonctions critiques dans des environnements opérationnels ou avec des fonctionnalités de paiement, des fonctionnalités de protection de l'identité, etc. Et on constate que ces produits critiques sont au contact, sont interconnectés de plus en plus et de plus en plus dans l'avenir avec tout un tas de produits qui, eux, sont non critiques et sur lesquels on ne sait absolument rien en termes de cybersécurité, qui vont potentiellement être posés sur le marché, laissés là, jamais être mis à jour, etc. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre derrière le CRA, c'est que l'important, c'est d'assurer sur le long terme qu'il ne va pas y avoir de compromission de toute la partie critique des infrastructures d'intérêt vital, etc. en Europe par des produits non critiques. Deuxième nouveauté, du coup, mais qui est tirée logiquement par cette préoccupation-là. Alors, il y a le Cyber Security Risk Assessment qui devient obligatoire, qui est une fourniture officielle pour le CRA.
et dont on doit aussi pouvoir prouver en tant que manufactureur qu'on suit les recommandations du Cyber Security Risk Assessment qu'on a fait. Et le suivi de vulnérabilité, ça pour le coup, un suivi de vulnérabilité obligatoire avec reporting, avec patch obligatoire, etc., ça c'est assez nouveau à mon sens dans une loi, et dans une loi qui va être valable pour tout le monde. Donc c'est vraiment un focus qu'on veut faire aujourd'hui. Du coup, Renaud, peut-être si tu peux avancer. De vulnérabilité, Julien, un peu. Alors, comment on fait un suivi de vulnérabilité ? C'est pas aujourd'hui. On peut déjà acter que la très 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 grande majorité des logiciels, embarqués ou non, repose sur un pourcentage de code open source qui est massif. Et c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait, le code open source, c'est une des fondations, une des raisons pour lesquelles c'est bien, c'est que c'est visible, c'est qu'on a tout un tas d'efforts de la communauté des chercheurs en cybersécurité pour vérifier s'il y a des problèmes dessus ou pas. Et tous ces efforts-là, aujourd'hui, ils se concrétisent dans l'existence d'un certain nombre d'initiatives. La plus connue et la plus cohérente aujourd'hui, celle que tout le monde utilise, c'est l'initiative des CVE. Donc c'est un schéma qui est organisé par un certain nombre d'organisations, notamment aux US. Aujourd'hui, c'est la Mitre Corporation qui définit les CVE. On va les retrouver dans la NVD. Et les CVE, c'est quoi ? C'est une façon de décrire des vulnérabilités de façon canonique, uniforme, et de les centraliser dans une base de données que tout le monde peut consulter gratuitement sur tous les composants open source et pas que. Donc dès qu'il y a une vulnérabilité qui est trouvée par un chercheur en cybersécurité, logiquement, il doit y avoir une déclaration de CVE, ce qu'on appelle une CNA qui va remonter à la CVE, qui va être analysée au niveau du NIST et qu'on va retrouver dans ces bases de données qu'on peut consulter librement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez savoir si votre logiciel a une vulnérabilité, eh ben, il faut savoir ce qu'il y a dans votre logiciel. Vous savez que vous avez tel paquet dans votre logiciel, tel composant logiciel. Et vous allez interroger le NIST et vous allez retrouver un fichier comme ce qui est présenté là sur la droite, qui va être un format machine, mais cela dit relativement lisible, qu'on peut requêter avec des outils, et qui va vous dire, dans ce logiciel-là, en l'occurrence, vous avez une vulnérabilité qu'on a identifiée avec un identifiant unique, qui est celui-là en l'occurrence, qui découle d'une erreur de programmation, par exemple, et qui est valide sur telle et telle version de votre logiciel. Libre à vous maintenant, sachant cela, d'agir par rapport à cette vulnérabilité, et finalement ça va être l'objet de cet exposé. Pour revenir un peu à ton anecdote, Renaud, donc sur les Smart TV de Samsung. Donc déjà, donc le groupe de hackers, c'est un labo français officiel qui s'appelle Synactive. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, et qui ont fait ce hack dans le cadre d'un challenge Pound to Own, et qui ont publié, donc tout ça c'est des données publiques que vous pouvez aller voir si vous allez voir le site de Synactive. Et effectivement, ils sont rentrés dans cette Smart TV par une CVE. Vous entendez pas ? Là, vous entendez mieux ? Désolé. Je recommence depuis le début ou... Donc ils sont rentrés par une CVE. C'était une CVE qui portait sur un composant de leur navigateur qui était en fait un port de Chromium. Samsung, ils utilisent leur propre système Linux qui s'appelle Tizen. Ils ont copié, si vous voulez, Chromium dans leur système. Et le principe, c'est qu'ils backportaient les security patchs au fur et à mesure qu'ils étaient publiés par l'équipe qui développe Chromium. Et manque de peau, à un moment, ils en ont oublié un. Du coup, Synactive arrivant là-dessus, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu, ah tiens, il y a cette vulnérabilité-là. Elle est là-dedans, alors qu'elle est patchée dans Chromium depuis 6 mois. Donc il y a eu un bug. Comme disait Renaud, il n'y a pas eu de suivi actif des vulnérabilités de la part de Samsung. Et ça a été le début d'une belle aventure. Hein. Ça a permis à Synactive de faire une confusion de type, qui leur a permis d'exécuter leur propre code sur le téléviseur, qui leur a permis non seulement d'avoir un accès root après une évaluation de privilèges, mais en plus de ça, ils se sont permis, c'était l'objet du challenge, de récupérer la clé maître de chiffrement des firmware de Samsung qui est installée sur toutes les télés. Donc une vraie catastrophe. Petit mot aussi pour dire que Samsung, évidemment, a été mis au courant 90 jours avant que ça soit public, a patché cette vulnérabilité. N'essayez pas d'aller hacker votre Q60T si vous en avez un à la maison. Ça ne marchera pas, sauf si vous avez bloqué les mises à jour. D'où l'importance des mises à jour. Pour revenir au CVE, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et comment on fait pour avoir ce genre d'information qu'on a à droite qui va être finalement la nourriture de l'expert sécurité qui va travailler sur le produit. L'enjeu
est donc d'identifier toutes les CVE qui vont s'appliquer à votre produit. Et pour faire ça, il faut faire quoi? Va falloir commencer par répertorier toutes les librairies logicielles qui sont sur votre produit. Et pour faire ça, on a un mot qu'on retrouve beaucoup qui s'appelle générer une SBOM. SBOM, ça veut dire Software Bill of Material. Si vous faites du produit un peu de hardware, en général, vous faites une BOM. C'est souvent la hardware BOM, c'est-à-dire la liste de tous les composants électroniques qui se trouvent sur votre système. Nous, dans le logiciel, on fait une SBOM. Et l'objectif de cette SBOM, c'est de répertorier les librairies, les applicatifs, tout ce qui est inclus dans votre système. D'ailleurs, des SBOM, on en trouve dans l'embarqué autour d'un système Linux et toutes les librairies et les applications installées. On en retrouve dans du cloud, on en retrouve dans un Docker. Partout où il y a du logiciel, on va pouvoir se générer une SBOM. L'enjeu, c'est d'être complet et précis. Ça, c'est vraiment un enjeu important. Et quand il s'agit de répertorier tous les composants logiciels d'une image Linux que vous avez générée vous, si par exemple vous utilisez Yocto, il va falloir avoir un outil qui va vous permettre de faire cette SBOM de manière précise. À partir de cette SBOM, vous allez pouvoir faire ce fameux croisement, c'est-à-dire je connais la liste de mes packages logiciels intégrés dans mon produit, je vais pouvoir extraire la liste des vulnérabilités qui y sont applicables. Et dit comme ça paraît presque simple. Techniquement derrière, vous allez voir que ça induit quand même pas mal de complexité pour réussir à être précis. Parce que l'enjeu derrière, c'est pas tant de dire je prends et je remonte toutes les vulnérabilités du monde, et puis ensuite les équipes trieront pour savoir si elles sont applicables ou non. Ça va induire une quantité de travail, un effort de travail qui va être gigantesque. Et donc l'enjeu, c'est d'être précis. Et donc quand on parle de SBOM, effectivement, on va parler d'un composant logiciel. Nous, on a même été creusé un peu plus loin. Le kernel Linux est vu comme un composant logiciel. Kernel 5.15, c'est un composant logiciel. C'est quelques milliers de CVE. Du coup, on ne peut pas se limiter à ça. Donc, nous, on a développé des outils, on a fait de manière à pouvoir être capable d'extraire la configuration du noyau. Donc, dans notre SBOM qu'on génère, on est capable d'aller descendre sur quels sont les confs du noyau qui sont activés. Et voilà comment on va pouvoir gagner un petit peu en précision et finalement en travail d'analyse de ces vulnérabilités. Alors la problématique de la génération de la SBOM, en plus, elle n'est pas forcément simple. Dans le cas d'un développement, par exemple, où on utilise un build system complètement cohérent, quelque chose de type Yocto, etc., c'est intéressant parce qu'on va pouvoir... Tout est sous la main de Yocto, donc Yocto va nous permettre de nous donner tous les composants logiciels. Maintenant, si on fait un petit pas de côté, qu'on se place dans le cadre d'un développement logiciel avec plusieurs build systems, avec de la containerisation, chaque conteneur qui vient avec ses propres composants logiciels, il va falloir se doter des moyens d'agréger de façon reproductible toutes les SBOM de tous les composants logiciels en itérant en fait pour récupérer finalement tous les composants logiciels, parce que l'utilisation d'une lib vérolée entre guillemets au sein d'un conteneur, ça peut de proche en proche mener à la compromission de tout un produit. Voilà, en règle générale, c'était le cas sur l'exemple de la télé. On va enchaîner des vulnérabilités pour monter une attaque complète, et il y en aura toujours. D'où la nécessité, effectivement, à partir de cette SBOM, on va avoir ces 3 étapes. D'abord, pouvoir détecter toutes les CVE qui sont applicables. On va avoir une liste de quelques centaines, quelques milliers de CVE. La question, ça va être qu'est-ce qu'on en fait ? L'Europe vous dit, le CRA vous dit, il faut que vous sortiez votre produit sans vulnérabilité exploitable. OK. Donc, on va avoir du boulot. Et puis l'Europe vous dit, dès que vous détectez une nouvelle vulnérabilité sur votre produit, il faut que vous nous fassiez signe, et il faut que, alors je ne sais plus si c'est en 24 ou en 72 heures, que vous nous disiez comment vous allez gérer cette situation-là. Comment vous allez faire vos mises à jour de sécurité, etc. Ça veut dire que le travail d'analyse qu'on va avoir au milieu, il va être absolument crucial. Sur mes quelques centaines, quelques milliers de CVE, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, il y en a certaines qui vont être exploitables, c'est-à-dire que dans le cadre de mon produit final, un attaqueur externe va avoir les capacités de venir l'activer, comme ça a été le cas sur la Smart TV. Il se passe que la vulnérabilité était exploitable parce qu'accessible au travers du chargement d'un code JavaScript donné et formé d'une certaine manière pour avoir une payload. Donc celle-là aurait dû être repérée, fixée, etc. D'autres vulnérabilités, parce que comme tu le disais, dans le kernel, on a des milliers de vulnérabilités. Il y en a un gros paquet qui, finalement, sur la plupart des produits, ne sont pas atteignables. On n'a pas de trigger en tant qu'attaquant externe pour aller utiliser ces vulnérabilités-là. Peut-être parce qu'on n'a pas la bonne interface, peut-être parce qu'on ne peut pas être dans les bonnes conditions d'usage. Et il va falloir aussi les regarder et justifier pourquoi, OK, cette vulnérabilité, elle est toujours là, mais c'est pas grave. Et je vous prouve pourquoi c'est pas grave.
Et c'est particulièrement le cas en ce moment où tous les bugs du kernel sont référencés comme des CVE, jusqu'à ce qu'ils soient patchés. Parce que potentiellement, et c'est la logique derrière tout ça, au niveau du kernel Linux, on dit un bug, vu que le kernel est le composant central, n'importe quel bug peut être utilisé pour même monter une attaque. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir faire un petit peu de tri et un petit peu d'analyse. Et la dernière partie, et c'est important, c'est sur la longueur, ce reporting de vulnérabilité. Ça veut dire que votre produit va être amené à évoluer dans le temps, au travers des mises à jour de sécurité, au travers d'autres mises à jour qui vont peut-être apporter de nouvelles fonctionnalités, modifier des configurations sur votre produit. Mais en parallèle, l'état de l'art des attaques va lui aussi évoluer. Là, si vous monitorez un peu le nombre de CVE qu'il y a dans la base du NIST jour après jour, vous allez voir que ça grandit jour après jour. Bon, techniquement, semaine après semaine, je crois que les mises à jour sont à la semaine, à vérifier. Ça veut dire que j'ai sorti un produit à T égale 0, à T plus 1 mois. Si je refais un run de vulnérabilité, normalement, je devrais voir popper des nouvelles vulnérabilités sur lesquelles je n'ai pas de statut. Donc il faut vraiment mettre en place une activité continue de maintenance sur ce produit. Effectivement, on va revenir après plus en détail sur finalement la méthodologie qu'il faut mettre en œuvre. Je vous refais, du coup, non, le slide avant, s'il te plaît. Je vous refais ce slide sous la vision de j'ai un outil à utiliser. Détecter, ça veut dire générer une software bill of material, comme on l'a dit avant, le plus précis possible. Et en fonction du contexte métier dans lequel je suis, il y a peut-être plusieurs outils. Sur Yocto, je génère à partir de Yocto. Sur du microcontrôleur, je vais peut-être la construire à la main. Dans du cloud, je construis une SBOM. À partir de la SBOM, je fais mon croisement de la liste des vulnérabilités publiques. On a parlé de la base effectivement NVD de NIST. On pourrait évoquer également la base OSV, qui est un agrégateur de plein de sources de vulnérabilités, dont la base de CVE fait partie, mais ça offre à d'autres sources. Et là, je vais avoir une énorme liste. Et donc, l'enjeu, ça va être de l'analyser, cette liste. Dans l'analyse, on va commencer à faire des filtres, des tris. Dans notre outil, on s'est amusé à remonter les sources du kernel pour vérifier si les patchs ne sont pas déjà appliqués. Donc ça, tout ça, c'est pas à faire. On va s'amuser à faire des matchs précis sur les versions pour vérifier si, en fait, vous n'utilisez pas une version qui ne serait pas compatible, incompatible. Il y a une notion d'assessment automatique qui va pouvoir être fait pour réduire finalement le nombre de vulnérabilités analysées. Et puis après, on rentre dans cette phase manuelle, où on va regarder un peu plus en détail, tu nous expliqueras comment on fait pour analyser une CVE en se disant quelles sont les voies possibles une fois que je me trouve à cette vulnérabilité. Et puis après, je vais devoir les monitorer à long terme. C'est ce qu'évoquait Julien, c'est l'idée de le faire toutes les semaines et surtout d'être capable de suivre le cycle de vie d'une CVE. Parce que celle-là, je l'ai détectée, peut-être il y a un patch qui n'est pas disponible, donc il faut que je la monitore, et puis, etc., etc. Donc on reviendra sur ce process. Et c'est vrai que pour le coup, nous, on a fait un focus assez fort sur la méthodologie d'un point de vue service et le produit qui va permettre de faire cette gestion. En quelques mots, ouais. Ouais, peut-être juste avant de passer à la suite, en fait, ce qu'on va vous présenter, comme l'a introduit Pierre tout à l'heure, c'est des outils qu'on a développés en fait pour faciliter tout ce process-là. Nous, ça fait à peu près 5 ans qu'on a commencé à faire de la maintenance sur des systèmes d'exploitation, du monitoring de vulnérabilité. Et en vrai, en fait, s'il n'y a pas les bons outils, le travail manuel qu'il y a à faire, il est conséquent. Et en fait, faire de la maintenance, les ingés, c'est juste pas possible, quoi. Vous mettez quelqu'un à faire ça pendant un mois, puis après il dit stop, il pose sa dème et puis il va faire autre chose. Donc en fait, nous on a dû, et ça va être l'objet de la suite de la présentation, on a dû développer nous-mêmes des outils pour automatiser un maximum de choses, notamment dans le tri des faux positifs et surtout dans ce système d'annotation et de suivi, et ça va être justement l'objet de ce que va présenter Pierre. Ouais, alors l'objectif n'est pas de rentrer dans les détails, mais plutôt de vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'est un dashboard sur lequel vous allez retrouver la liste de vos vulnérabilités. Donc j'ai eu ma SBOM, j'ai généré une liste de CVE. Ma liste de CVE, j'ai fait ce travail d'automatic assessment. L'outil a fait tout ce qu'il a pu. Maintenant, il va vous présenter ce qu'il peut vous présenter. Donc là, vous allez retrouver les vulnérabilités classées par criticité. La base NVD est ce qu'on appelle scorée, c'est-à-dire que chaque vulnérabilité est associée à un score. Il y a l'exemple que j'ai mis est mauvais. En ce moment, il y a beaucoup de vulnérabilités qui n'ont pas de score. Parce qu'il s'avère que côté NIST aux US, là, il y a eu quelques problèmes pour faire le score de toutes ces CVE. On se retrouve avec des quantités assez importantes de vulnérabilités qui n'ont pas de score. Donc nous, on les a classifiées dans une zone un peu à part, où là, il y a un travail d'étude un peu manuel. Le NIST est en train de rattraper doucement son retard sur ce sujet, mais ça reste un sujet quand même assez important. Donc
on va quand même en général se concentrer sur les criticités élevées. Et quand on commence à tout regarder, le problème c'est que ça peut aller très loin et trop loin. Ensuite, on va avoir cette notion de suivi de où j'en suis de ma gestion de mon cycle de vie. Donc là, j'ai fait aucune revue. Donc voilà, il faut que je me processe toutes les vulnérabilités qui ont le bon niveau de criticité. Et donc finalement, j'ai besoin de cette vue un peu d'ensemble de où j'en suis. Et puis ensuite, je vais aller creuser, je vais pouvoir cliquer sur une criticité et je vais me retrouver sur ma liste de vulnérabilités dans laquelle je vais retrouver les informations. Mon automatic assessment va m'avoir donné des infos comme j'ai un patch qui est disponible. Encore une fois, plus vous allez avoir d'infos pour vous faciliter ce process, plus vous allez gagner du temps. Et l'enjeu là-dedans, c'est quelque part, on ne fait pas ça pour ajouter de la valeur au produit. Donc c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Donc plus vous allez pouvoir l'optimiser, mieux ce sera. Donc j'ai des CVE, je vais devoir les processer. Donc si je clique sur une CVE, je me retrouve avec le détail de celle-ci, dans lequel je vais avoir les infos qui viennent de la base de données de la NVD. Je vais pouvoir aller voir le site et avoir encore plus d'infos. Et puis derrière, je vais pouvoir attaquer les détails de ce manuel assessment en disant bon, allez, on est parti, je crée un assessment manuel. Et là, je vais pouvoir avoir le suivi de mes actions. Est-ce que c'est un faux positif? Est-ce que j'ai une action à faire? Encore une fois, il y a un enjeu de collaboration. Ce n'est pas un travail que vous faites tout seul devant votre laptop. C'est plutôt un travail qui va se jouer entre un ingé cyber, un ingé Linux ou un ingé firmware. Donc, il y a un vrai travail de comprendre ce qui se passe. Une fois que j'ai saisi mon système, je vais avoir ce suivi et finalement de la traçabilité sur la gestion de mes vulnérabilités. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi important. C'est pour ça qu'on l'a poussé dans cette direction. Avoir cette traçabilité, c'est quelque chose qui est assez clé dans la logique de gestion de sa maintenance à long terme. Et qui va être aussi une obligation au titre du CRA. Donc j'en profite, j'en rajoute. Mais effectivement, l'idée, c'est que pendant la durée de vie du produit, avec un minimum de 10 ans, on va être capable d'exhiber toutes les mises à jour de sécurité qui ont été faites sur le produit, de les tracer sur la raison pour laquelle elles ont été faites et sur les justifications qui font que ces mises à jour de sécurité patchaient bien telle ou telle vulnérabilité. Donc cette traçabilité-là, elle est vraiment super importante à garder. Ça permet aussi de recomposer en cas de problème, de pouvoir backtracker un peu, savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le scénario problématique, faire un peu de forensics et revenir à la source du problème pour patcher correctement, voire conclure que ce n'est pas patchable, parce que ça peut aussi arriver. Dans ce cas-là, c'est un autre processus avec l'Europe. Et il est temps de nous parler un peu de la méthodologie du coup. Comment on fait pour traiter ces vulnérabilités? Je vous la fais un petit peu vite parce que je regarde le chrono et je pense qu'on commence à être un petit peu court en temps. On vous a parlé d'un processus itératif, d'un suivi sur la longueur. Donc vous vous en doutez, c'est un processus itératif. Nous, à Witekio, quand on le fait, on va avoir une première phase qui va être un peu longue et un peu intensive, où effectivement, il va falloir setuper un certain nombre d'outils dans l'environnement de build pour pouvoir récupérer les SBOM de façon propre et précise. En fonction du type d'environnement sur lequel on s'appuie, ça peut être plus ou moins facile. Il peut aussi y avoir des étapes manuelles, un développement MCU en bare metal. Ça va être assez compliqué en règle générale d'automatiser la récupération de la liste des paquets logiciels. Voilà, donc on peut scripter un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire en manuel. Quand on a un build Yocto, on est très content parce qu'on va avoir une SBOM gratuite, sauf que elle va être très longue et la liste de CV aussi. Donc il y a toutes ces étapes-là qu'il faut mettre en place en premier, et puis faire un premier scan. Et le premier scan, en général, il est long et douloureux, parce que c'est là qu'on va se récupérer un gros paquet de vulnérabilités. On va avoir toutes les CVE legacy qui datent de 2023, 2022, 2021, 2020. Sur le kernel, en général, on est plutôt safe parce qu'il y a un suivi. En fonction des composants logiciels qu'on utilise, on va pouvoir avoir des trucs qui vont repopper. Cette première étape, elle est longue. On arrive à elle est d'autant plus longue pour tous ces gens qui ne se mettent pas à jour et qui utilisent des vieilles versions du noyau de Linux ou des vieilles versions du Octo. Ou qui s'amusent à backporter les security pages de Chromium plutôt que de suivre la mainline comme l'ont fait Samsung. Bref, et ensuite on va rentrer dans un processus itératif. Donc très régulièrement, avec une périodicité à déterminer, nous ce qu'on fait, on va avoir un scan. On va s'attaquer au résultat du scan, on va se débrouiller pour avoir un delta évidemment par rapport au scan précédent pour voir qu'est-ce qu'on a de neuf. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités qui ont été modifiées parce que ça arrive régulièrement? Est-ce qu'il y a aussi des vulnérabilités, des CVE qu'on a flaguées, comme disait Pierre tout à l'heure, à monitorer parce qu'on n'a pas de statut aujourd'hui? On a vu qu'il y avait cette CVE, mais il n'y a pas d'exploit.
Ça a l'air d'être une vulnérabilité théorique. Peut-être que le NIST est encore en train de discuter dessus pour savoir si elle va être vulnérable ou pas. En tout cas, on sait, celle-là, on va la regarder. On ne fait rien pour le moment. Par contre, on la suit très précisément. Donc ça va aussi faire partie du delta, pouvoir revenir dessus régulièrement. Ça, c'est la partie analyse. Et derrière, logiquement, on va avoir un certain nombre de fixes qui vont arriver. Des composants logiciels à mettre à jour. Ça, c'est le cas facile quand on a la mise à jour. Quand on n'a pas la mise à jour, que la vulnérabilité est suffisamment critique qu'elle est exploitable, on fait quoi? On a deux possibilités. Bon, j'en parle un peu plus tard. On peut se passer de ce composant logiciel-là. En général, c'est douloureux. Ou on peut essayer de corriger soi-même. On en reparle tout à l'heure si on a le temps. En général, on travaille sur différents cycles de vie. Là, on a vu que globalement, on travaille plutôt sur un cycle mensuel. Le CRA va nous imposer quelque chose en termes de est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois, tous les quarters, tous les ans? Il y a quelque chose déjà décrit ou pas là-dessus? Alors non, le CRA, c'est une loi. Donc c'est haut niveau. Par définition, c'est haut niveau, c'est pas encore concrètement pratique. Et il se trouve que là, c'est une loi qui fait 380 pages, je crois. Donc c'est haut niveau, mais quand même un petit peu détaillé. Mais on n'a pas vraiment de choses. Il se mouille pas trop, entre guillemets, sur comment il faut faire les choses. On est plutôt sur les exigences. Ça risque d'être précisé plus tard parce qu'on attend des standards harmonisés pour le CRA qui viendront peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas précisément. L'engagement, l'objectif, c'est dès qu'il y a une CVE, une nouvelle vulnérabilité qui peut affecter votre produit, vous devez réagir, pas forcément patcher, mais commencer le boulot et préparer un plan dans les 72 heures. Il me semble que c'est ça. C'est-à-dire que dans les 72 heures, vous êtes censé être capable de dire « j'ai vu qu'il y avait cette CVE, l'analyse elle va se passer de temps à temps et la solution elle va se passer de temps à temps ». Ça veut dire qu'en fait, du point de vue de la loi aujourd'hui, avec ce niveau qui est assez haut, ça doit être un processus continu. Et du coup, je passe un autre message à tous ces directeurs R&D qui ne souhaitent pas mettre en place d'intégration continue. Il faut pousser vers l'automatisation au maximum. On a plein en face de nous, dans nos clients, des équipes qui nous disent « ouais, mais en fait, c'est pas une priorité, la CI ». Mettre en place derrière du scan automatisé toutes les nuits à travers votre build, en fait, ça va venir assez naturellement et très facilement si vous avez déjà en place de l'intégration continue et des outils toute cette machinerie d'automatisation. Donc ça, c'est des sujets, si vous souhaitez en parler, vraiment, n'hésitez pas. On sera là pour défendre cette idée-là et mettre en place le scan automatique dans la CI. C'est une des premières étapes qu'on fait quand on démarre une maintenance long terme avec un client, quoi. Mais parle-nous un peu de comment on gère le CVE, rapidement, justement, là, je voulais revenir là-dessus. Bon, là, c'est une sorte d'arbre de décision qu'on va suivre quand on va analyser une vulnérabilité. Je veux revenir un peu là-dessus. Le no-risk, ça veut dire j'ai regardé, cette CVE-là, elle n'est pas exploitable sur mon produit. Il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Peut-être que c'est une vulnérabilité, par exemple, qui porte sur Bluetooth et que Bluetooth n'est pas compilé dans mon noyau, dans mon produit. Là, il n'y a aucun doute. Le code vulnérable n'est pas là. Vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Là où il faut prendre peut-être un petit peu plus des pincettes, c'est une CVE qui n'est pas exploitable parce qu'elle présupposerait qu'un attaquant se mette dans des conditions qui ne sont pas normalement possibles sur votre produit. Donc typiquement, il faut avoir des privilèges root sur votre produit pour pouvoir exciter cette vulnérabilité-là qui va permettre de faire des choses terribles au niveau du noyau, de casser le mandatory access control, ce genre de choses. Là, ça va être difficile de dire elle est non exploitable. Il va falloir argumenter un petit peu plus parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, la plupart des attaques, c'est un enchaînement de vulnérabilités. Donc rien ne vous dit que cette CVE-là, qui n'est pas exploitable dans un mode de fonctionnement nominal de votre produit, elle ne va pas le devenir exploitable si l'attaquant n'utilise pas une autre vulnérabilité qui va lui permettre de faire une élévation de privilège au préalable. Donc cet argumentaire-là, il doit être un petit peu fin, un petit peu détaillé quand même. Ça s'entend tout à fait parce qu'en fait, on peut... Absence de vulnérabilité, ça n'arrivera pas sur un produit Linux. Absence de vulnérabilité exploitable, ça va demander de justifier qu'elle ne soit pas exploitable. Ça veut dire que vous êtes quand même bien assuré que les conditions d'utilisation, même en mode dégradé, elles sont pas résolues. Quand on a un fixe, on est content. Si ça ne casse pas la fonctionnalité du produit, on va appliquer le fixe. Des fois, on a un fixe, et ça, c'est souvent, qui existe, mais pas dans la version du composant open source qu'on est en train de suivre, pas dans la branche qu'on est en train de suivre. C'est-à-dire qu'il va falloir backporter. Ça se fait bien aussi. Par contre, on l'a vu, ça peut être dangereux. Idéalement, on suit l'upstream. Quand on ne peut pas, on backporte, mais on est précautionneux. Quand on backporte, on mainline. Le backport qu'on a fait, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique. Et alors, en plus de ça, ce qui se passe, c'est que potentiellement, quand on n'a pas de fixe, on va être amené à en proposer un. Pour une boîte qui a les compétences en interne, qui a vraiment besoin de garder ce composant logiciel, qui a le manpower pour faire ça. C'est rare.
Alors, je connais plein de grosses boîtes qui le font beaucoup, et c'est un peu le point du CRA aussi. C'est possible de proposer un fixe. Le CRA va imposer que ce fixe-là, pas que donc, la licence open source qui est utilisée, mais le CRA va imposer que si vous développez un fixe pour un composant open source ou pas d'ailleurs, vous contribuiez ce fixe auprès du développeur du composant logiciel original. Avec l'idée derrière aussi, ou moi en tout cas l'espoir que j'ai, c'est qu'effectivement ça va inciter. En fait, tout le CRA, l'idée, c'est d'avoir un cercle vertueux. Et ça va inciter les gros players dans la sécurité à contribuer un petit peu plus sur de l'open source ou sur des libres qui seraient peut-être pas assez staffés en termes de développeurs par rapport à ce qu'elles sont utilisées par des gros projets. Voilà. Peut-être on avance. Je crois que je vais faire très vite, mais globalement, c'est plutôt des notions de comment je fais derrière de la vraie maintenance à long terme. On aura des fixes de sécurité tant qu'on sera sur des versions qui sont dites LTS, tant qu'on est sous le support d'une version. Si on prend le kernel Linux, aujourd'hui, c'est 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, terminé. J'aurai plus de patch de vulnérabilité pour cette version-là. Pour le kernel Linux, c'est un peu particulier. Il existe une initiative parallèle qui s'appelle une Civil Infrastructure Project qui commence à essayer de maintenir certaines versions en super long terme. Il n'y a que le kernel, il n'y a pas les dépendances, il n'y aura pas Yocto. Dans tous les cas, vous allez avoir des problèmes. Donc la logique de basculer d'une version LTS à la suivante fait aussi partie du cycle de vie de votre maintenance. Ce n'est pas que faire de la maintenance de CVE. Tous les 2 ans, globalement, sur un produit à base de Linux, vous allez avoir besoin de migrer vers une version majeure récente, enfin plus récente, et de faire un update de votre parc. Donc prenez bien ça en compte dans le coût de la maintenance à long terme. Vous aurez besoin de migrer de version en version. Et ça peut induire plein de complexités, genre le kernel driver de ce driver Wi-Fi fourni par un fournisseur exotique qui ne fait pas le suivi de la version, comment je fais? On peut se retrouver dans des situations assez complexes. Donc c'est à bien anticiper dans la phase de design. Avant de conclure du coup cet exposé et prendre vos questions, s'il nous reste un peu de temps, comment nous, en fait, Witekio, on vous accompagne là-dessus? Peut-être Julien, si tu peux parler un peu de notre approche en termes de services autour de la cybersécurité, avant de mettre ton casque, ça serait top. Je mettais le casque pour t'entendre parce que tu parles pas très très fort. Concrètement, au niveau de Witekio, on a trois offres en fait pour aider nos clients autour de ça. Central, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait un Cyber Security Risk Assessment. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en standard avec pas mal de nos clients. L'idée, c'est que c'est pas nous qui allons faire le Cyber Security Risk Assessment, on en est incapable parce que c'est le produit de nos clients. C'est-à-dire qu'on va aider nos clients à faire leur Cyber Security Risk Assessment en s'appuyant sur des méthodologies éprouvées bien solides. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de pragmatique derrière, c'est qu'on n'a pas seulement un document qu'on va pouvoir poser sur la pile de celle qu'on va avoir à donner pour la compliance CRA, CE, tout ce que vous voulez, c'est que ce document-là, il va me donner un plan de travail pour mon développement, pour ma validation derrière. Ce qu'on attend du Cyber Security Risk Assessment, c'est ce qu'on a marqué là vers le bas, c'est qu'on va fournir des requirements pour le développement. J'ai besoin d'un secure boot, ça tire ça et ça et ça et ça comme requirement. J'ai besoin d'une clé publique sur mon device, j'ai besoin de l'approvisionner à un moment dans mon cycle de fabrication. Il faut que je l'approvisionne à un endroit où c'est safe. Je vais avoir besoin d'un crypto component qui va me permettre de m'assurer que telle clé est protégée en intégrité, en confidentialité. Donc on va injecter tous ces requirements dans le cycle de développement. Donc ça, c'est la deuxième partie. Toute la partie Secure Development, ça va être suivre l'implémentation des mécanismes de sécurité, faire des revues de code pour s'assurer qu'on est sur un niveau de robustesse qui est suffisant, faire du test de sécurité, du suivi de CVE dès le début du projet, évidemment, parce que ça sera d'autant moins pénible au moment où il faudra qu'on fasse la mise en prod. Voilà. L'idée, c'est de s'assurer qu'on ait des versions récentes, que toutes les bonnes pratiques sont respectées. Et puis, on en a déjà parlé, la troisième chose qu'on fait pour nos clients, qu'on peut faire, c'est animer une maintenance long terme, soit uniquement sur la partie analyse, c'est-à-dire prendre les CVE, faire l'analyse, donc la partie cybersécurité, soit évidemment à contribuer avec les mains dans le cambouis, à faire les patchs précisément sur les produits, faire les backports qui s'estiment qui seront nécessaires, etc. Donc ça, c'est ce sur quoi on se positionne en termes de cybersécurité avec nos clients. Et évidemment, on sera prescripteur potentiellement de conseils sur le choix du hardware, etc. Très rapidement, pour dézoomer sur l'offre de service complète de Witekio. Donc, Witekio, nous, on design, on développe et on maintient du logiciel sur toute la chaîne de valeur
dans notre métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait à la fois du logiciel embarqué, donc ça peut être sur du microcontrôleur, du MPU sur ARM, du x86, en commençant par les couches basses, système d'exploitation, BSP, driver, système de mise à jour, la capacité à vous accompagner sur le développement de l'applicatif métier avec différents frameworks. Et puis le côté débarqué, la partie cloud, sur du déploiement de device management, sur du développement d'interfaces web métier, qu'on peut décliner d'ailleurs sur mobile, et évidemment la gestion de la connectivité qui fait le pont entre ces deux mondes. Enfin, pour conclure, je laisse le dernier mot de la fin à Pierre sur les côté du coup cette marque de Witekio, The Embedded Kit, nous on fait un écosystème de produits logiciels. Donc vous en avez vu un qui est CVScan pour la gestion de ces vulnérabilités, avec la génération de l'IceBomb, avec le suivi des vulnérabilités. On a également une distribution Yocto qui se base sur qui s'intègre sur votre hardware et qui va intégrer des fonctions comme la mise à jour sécurisée, le Secure Boot, toutes ces fonctions qui sont finalement indispensables à la mise en place d'un système sous Linux, un outil de test automatisé, parce qu'encore une fois, l'automatisation est clé et le test est clé dans la qualité. Et enfin, une plateforme IoT qui va être vraiment là pour faire du device management et vous aider à construire votre système connecté. Tout ça, c'est des briques qu'on vend sous la forme d'un code source. Donc on transfère vraiment le ownership. On a cet ADN chez Witekio depuis le début de travailler dans un contexte de ownership pour nos clients. On ne fait pas des produits pour vous mettre dans une licence ou dans... Vous achetez un code source, on vous aide à la maintenir si vous le souhaitez, vous pouvez le faire vous-même. Et en tout cas, vous avez un écosystème logiciel cohérent pour développer vos produits. Merci à tous. Ce qui conclut notre exposé. Merci beaucoup. On va prendre un petit moment pour prendre des questions. Si jamais on n'a pas le temps de prendre toutes les questions, on vous invite évidemment à venir sur notre stand, donc au 422 qui se trouve à quelques dizaines de mètres de là, si vous voulez rediscuter des sujets cybersécurité ou sur les produits The Embedded Kit. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Il va falloir... Ouais, voilà. C'est par rapport en fait au CRA. Est-ce que ça prend en compte le fait que certaines CVE peuvent être faites de mauvaise foi et qu'on peut avoir des CVE sur nos produits avec des sévérités énormes mais qui sont en fait pas des vrais CVE et qui reviennent fréquemment. C'est arrivé par exemple sur le projet Curl où il y a des mecs qui toutes les semaines renvoient sur Curl au fait tu as une CVE à 9.8. En fait, il n'y a rien. À chaque fois, c'est la même CVE. Et il y a des principes de précaution un peu excessifs, plus le fait qu'aujourd'hui, j'en ai parlé un peu au niveau du kernel, tous les bugs sont remontés comme CVE. Ça fait une masse de CVE absolument terrible sur lesquels 90% n'en seront pas après analyse. C'est une vraie question, un vrai problème. Donc non, le CRA ne prend pas ça en compte aujourd'hui. Ça reste une régulation à haut niveau. Ça sera Moi, je m'entends très... Je suis désolé. Ça sera un vrai problème. C'est pas traité aujourd'hui. En fait, il ne mentionne même pas la notion de CVE. Du point de vue de la loi, c'est un suivi de vulnérabilité. Démerdez-vous, si vous me passez l'expression, pour la faire. C'est là où le travail d'analyste est important. C'est là aussi où... le fait que tout le système de CVE soit chapeauté par l'ANVD, qui est financé par l'ANIS, qui est financé par l'État américain, on a une situation qui est un peu problématique. Il va falloir trouver des solutions à ça. Il devrait y avoir, alors ça c'est moi qui parle personnellement, une espèce d'effort international un peu plus structuré autour de ça. Le principe des CNA, là dans le cas que vous disiez, c'est qu'il y a une CNA qui n'a pas joué son rôle. La CNA est censée filtrer. Le coup du Linux kernel, pourquoi on a tout ça? C'est parce que d'un seul coup, le Linux kernel est devenu CNA, ce qui fait sens, mais à un moment donné, il faut harmoniser un petit peu les pratiques de comment on remonte des CVE. Mais c'est une question très pertinente et une perte de temps terrible pour tout le monde à terme. Si personne n'a d'autres questions, j'ai une deuxième petite question. Allons-y. En fait, est-ce que vous faites de l'analyse statique de code? Parce que vous faites l'analyse des dépendances, mais... Alors, sur certains projets, pour être très transparent, c'est pas systématique sur tous les projets. Alors, si on a des
des outillages d'analyse statique qui tournent en standard sur tous nos projets derrière, de l'analyse statique de code orienté cybersécurité sur un projet particulier. On est en capacité de le faire, on l'a déjà fait, c'est pas systématique. En règle générale, quand on a cette optique de cybersécurité, derrière, on voudra faire de l'analyse statique avec un outil sound, si possible, ce qui nécessite un investissement important. Et donc qui sera justifié pour des produits peut-être un petit peu plus critiques. Mais oui, oui, on le fait. Merci. Il y a un enjeu assez fort. Il y a un enjeu assez fort sur le coût. On peut toujours aller plus loin, et la cybersécurité, il y a vraiment une notion assez linéaire de plus je vais en avoir, plus je vais en mettre, plus ça va coûter cher. Il y a toujours un équilibre à trouver. Écoutez. On vous entend. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Une question, vous avez parlé marquage CE, directive RED, comment ça s'intègre plus ou moins avec le CRA? Est-ce que du coup, voilà. J'en parle ou t'en parles? Je vais essayer parce que je ne suis pas l'expert du métier, mais globalement, CRA est une régulation qui vient en parallèle de la RED et qui va venir couvrir de manière un petit peu plus large toute la problématique cyber pour les produits qui vont arriver sur le marché européen. Il n'y a pas de lien direct avec le marquage CE. Oh merde, j'ai essayé, j'ai perdu. Pour le CRA, oui. Le CRA, en fait, le Cyber Resilience Act, ça va être un step nécessaire pour avoir un marquage CE. Pas que pour les produits qui ne sont pas entre guillemets éligibles au marquage CE seront aussi susceptibles pour être commercialisés en Europe d'avoir un marquage CRA, mais ça ne représente pas forcément une grande gamme de produits. Mais pour le marquage CE, on aura besoin du CRA. La RED, à côté de ça, aujourd'hui, elle est obligatoire. À terme, si on regarde les requirements de cybersécurité qu'il y a dans la RED aujourd'hui, ils seront largement couverts par les requirements qu'on a dans le CRA quand le CRA sera actif. Et en plus, la classe de produits couverte par le CRA est plus large que la RED parce qu'on a aussi les produits qui sont pas en radio. Donc, de mon point de vue, dès que le CRA sera actif, il viendra remplacer pour la partie cybersécurité les requirements de la RED. Par contre, on a tout un tas d'autres requirements dans la RED qui n'ont rien à voir avec la cyber. Quoi. Ok, merci. Pardon, excusez-moi. Je vais essayer de garder le micro. Une question qui n'a rien à voir. Vous avez beaucoup parlé de Linux, etc. Est-ce que vous avez des outils qui fonctionnent aussi sur tout ce qui est SDK fourni par les fournisseurs de micros, ST, NXP, Nsomi, où on clique pour dire tiens, je veux du SPI, je veux du BLE, du Wi-Fi ou pas? Et comment ça se passe sinon? Alors, sur un outil, ça va dépendre de la bonne volonté de l'éditeur du SDK. C'est-à-dire que s'il nous donne les moyens d'avoir une SBOM, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, dans un contexte MCU, par exemple, j'ai un certain nombre d'IDE en tête de façon développée, où récupérer la SBOM, c'est pas simple. Ça fait partie des choses que, de mon point de vue, le CRA doit rendre obligatoire pour ces fondeurs-là. Et n'importe quel développeur sera tout à fait légitime à aller voir un éditeur de SDK, donc en général le fondeur, pour lui dire « j'ai besoin de cette SBOM, j'ai aucun moyen de l'avoir ». La question, elle porte même plus loin. Donc dans des cadres MCU, par exemple, si on utilise quand on utilise EFIR, par exemple, on peut avoir une SBOM. Ce n'est pas forcément le cas avec tous les RTOS. Donc ça, pareil, il y a un effort à faire de la part des fournisseurs de RTOS. Si j'utilise un BIOS, par exemple, qui m'est fourni comme un blob pour tel composant, je suis incapable de savoir ce qu'il y a dedans. J'ai juste un objet binaire, je vais me retourner vers le manufacturier en disant écoute, mon produit il va être commercialisé en Europe, j'ai besoin d'avoir une SBOM, ça doit faire partie de ce que tu me donnes, sinon je suis obligé d'aller prendre un autre produit. Alors c'est dit comme ça a l'air simple et on sait tous que c'est pas si simple que ça, mais normalement, toujours pareil, le CRA est censé engager un cercle vertueux. Est-ce que c'est angélique ou pas? On verra. Bonjour. J'ai une question sur votre outil CVE Scan. En fait, sur un autre projet, on a fait sensiblement la même chose. On s'est heurté au problème de définition dans la base de données des versions impactées par chaque patch, par chaque CVE. Je voulais savoir comment vous aviez traité, si vous aviez traité ce genre de problématique, parce qu'on se retrouvait avec beaucoup de faux positifs, avec des définitions de versions qui étaient rentrées par un humain, et qui, pour une analyse automatique, n'était pas du tout adapté. Effectivement, alors là, on a cette problématique
du moment où les informations qui sont dans la base de données ne sont pas correctes, de toute façon, notre outil ne fera pas de miracle. Il faudra bien qu'il y ait une correction humaine qui soit faite par-dessus. Globalement, quand on fait des assessments manuels, avec notre outil, on va avoir la possibilité de définir si à quelle version cette annotation se prête. Et par exemple, aller dire en dessous de cette version, par exemple, l'annotation ne s'applique pas parce que la vulnérabilité n'existe pas, on le sait. Donc on a remis en place un jeu de spécification de la version de l'application sur lequel va être applicable la vulnérabilité. Donc ça, c'est la réponse numéro 1. Et la réponse numéro 2, c'est comment on fait pour que ça devienne une information qu'on arrive à partager au global. Alors au global, pour l'instant, on n'a pas la réponse. On n'a pas une base de données à nous, centrale, améliorée, qu'on va partager avec nos clients. Par contre, nos clients, eux, en interne, vont pouvoir partager leurs annotations entre leurs différents projets. Il y a une notion de scope et de projet et de composants qu'on va gérer. Du coup, vous allez pouvoir dire... Cette annotation, elle se prête à tous mes projets. Cette annotation se prête à juste ce projet. Cette annotation se prête qu'à ce composant de ce projet. Et l'idée, c'est que vous puissiez commencer à construire en interne votre base de vulnérabilité avec tous finalement les correctifs que vous apportez qui vont au final être partagés entre tous vos projets. On est bien dans cette idée à terme d'essayer de voir comment on peut mettre un meilleur référentiel partagé entre nos différents clients. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et l'étape d'après, ça sera de pouvoir remonter automatiquement ce genre d'assessment auprès de la CNA qui a émis, ou du NIST, parce que c'est le NIST qui spécifie les CPE, pour que ça puisse bénéficier à tout le monde plutôt que voilà. Mais ça, c'est encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas prêtes, c'est des choses qu'on peut faire manuellement. Et c'est un des aspects aussi qui rend le travail d'analyse des CVE particulièrement pénible par moment. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. La question sur l'analyse de code statique était intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment bien compris la réponse. En fait, il y a plusieurs types d'analyse. On a notamment beaucoup parlé de l'analyse des librairies, finalement, open source et tout ce qu'on utilise, en fait. Mais généralement, dans une analyse de sécurité, c'est beaucoup du code aussi custom qu'on développe à façon. Donc avec de l'analyse statique, voire même de l'analyse dynamique. Tout dépend jusqu'où on va dans le type d'analyse. Et j'ai pas trop compris comment vous vous interfacez ou comment vous intégrez avec un écosystème ou des produits ou un produit en interne peut-être que vous avez qui permet de résoudre ça. Parce que la force d'une solution finalement réside, comme vous l'avez dit, dans l'automatisation. Et donc finalement, c'est vraiment l'outil qui nous permet d'analyser tout notre code au sens large, des librairies comme de notre code. Et j'ai pas la réponse à cette question par rapport à votre présentation, donc ça peut être intéressant. Alors, juste pour préciser les choses, ce qu'on a présenté aujourd'hui, et notamment l'outil dont tu as parlé Claire, l'objectif est très clair. Hein. Il est ciblé sur du code qui peut être soumis à des CVE, donc ça ne va pas être du code custom. Donc aujourd'hui, c'est un problème qu'on propose de traiter à part, et pour le code custom, de suivre effectivement, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui, un certain nombre d'exigences pour avoir du code robuste, notamment une de ces exigences-là, c'est de l'analyse statique et de l'analyse dynamique. Mais ça ne faisait pas du tout partie de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Je rejoins complètement sur le constat. Après, sur la partie analyse statique de code, comment nous on y répond, alors je vais faire un peu simple, mais globalement, un projet développé chez Wittekio va passer sous un outil qui s'appelle SonarCube. C'est un de nos choix qu'on a fait, sur lequel on a des règles qui sont prédéfinies et qui vont, entre guillemets, si on n'a pas de requirement particulier de notre client, ne pas aller très ou trop loin côté cyber, parce qu'encore une fois, plus on va mettre des règles complexes, plus les reviews vont prendre du temps. Ensuite, on va avoir des règles Sonar, et je crois qu'on a un autre outil, comment il s'appelle cet outil, Sync, qui va permettre d'aller plus loin sur des cas très spécifiques. Et vraiment, je dis très spécifiques parce que les enjeux de coût derrière sont importants et qui vont vous permettre de pousser un peu plus l'analyse. J'évoque SonarCube parce que c'est celui qu'on utilise le plus. Il y en existe d'autres. Les bases de référentiels par langage de revues qui sont proposées par SonarCube sont déjà très bonnes, avec différents référentiels de revues qui sont proposés. Derrière, on va avoir quelques règles un peu custom qu'on va avoir intégrées en plus de ces référentiels de base. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez un connecteur, du coup, par exemple, avec SonarCube et votre solution ? Non, pas du tout. Notre solution, comme l'évoquait Julien, elle est là pour trouver les vulnérabilités qui sont référencées dans des bases de données publiques sur des librairies de code publiques.
Donc ça, elles sont vraiment là pour faire une analyse finalement de... on ne va pas analyser le code dans notre outil, on va vraiment se dire il y a le Linux kernel 5.15 avec la configuration Bluetooth, donc je sais que toutes ces CVE sont applicables. Après, on peut creuser un peu, on peut remonter dans l'historique Git pour voir si des patchs sont déjà appliqués, des choses comme ça. Mais on ne va pas faire d'analyse de code. Donc l'outil, si je parle de SonarCube, c'est quelque chose complètement à part qui va tourner sur la partie de code custom. On ne va pas faire tourner SonarCube sur le code source du noyau Linux, par exemple, et qui va vous permettre de faire une analyse bien spécifique. Donc c'est deux choses complètement décorrélées et on n'a pas aujourd'hui d'interconnexion entre les deux. C'est plutôt dans un process. Quand on est en phase de développement, on va avoir les deux outils qui vont pouvoir tourner en parallèle, mais là, le focus est plutôt sur l'analyse statique de code en elle-même avec un sonar qui va vous permettre de vous dire non, cette pull request, je la refuse parce que la qualité de code n'est pas bonne. Et c'est quand on va basculer en maintenance long terme que là, on va commencer à basculer sur la gestion des vulnérabilités en se disant j'ai tel. Et là, on n'analyse plus le code custom parce que il n'y aura pas de travail de gestion de vulnérabilité sur ce code custom. Ça, c'est vraiment en dehors du scope de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Ok, merci. Ouais. Ça très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais on ne respecte pas le CRA, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sanctions qu'on encourt? Je les ai plus en tête. 2,5%. Alors c'est la même chose que le GDPR. Ouais. C'est 2,5% du revenu annuel ou un certain nombre de millions d'euros et le plus haut entre les deux. Je vous renvoie au texte du CRA. En fait, ce qu'on encourt surtout, enfin ça c'est important et c'est pas rien, mais ce qu'on encourt c'est aussi la possibilité de retrait d'un produit du marché. Alors ça, je ne sais pas comment ça se chiffre en fonction des use cases, etc. et des boîtes. Mais si on est fautif par rapport au CRA, si notre produit a la capacité de venir mettre en danger tout un écosystème de produits, dont des produits critiques, normalement, ça ne fera pas de pli. Ce produit-là sera retiré du marché. Donc, je pense que là, il y a un vrai coût aussi qu'il faut avoir en tête. Pour le détail des amendes, je vous renvoie au texte. J'ai plus précisément en tête. De mémoire, c'est quelque chose qui c'est comme pour le RGPD, quoi. J'avais la réponse, c'est bien 2,5%. Donc c'était une question piège. S'il n'y a plus de questions, on va lever la séance. Merci encore pour votre participation et puis au plaisir de poursuivre la discussion avec vous sur notre stand. Merci, bon salon.